Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale Les Mettants de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga en ces débuts d'année pour parler des grands événements du mois de janvier. Vous savez qu'au mois de janvier, nous avons le 4 janvier, nous avons le 16 janvier, nous avons le 17 janvier. Ces dates historiques, nationales, fondamentalement nationalistes, pleines d'héroïsme, il faut que les Congolais apprennent à refléter l'histoire pour donner leur version des faits et leur appropriation de leur nationalisme et de leur patriotisme. Bonne année, professeur Nico Omeyonga. Bonne année, messieurs les journalistes. Oui, 2026, nous nous engageons. Nous espérons que si tout le monde avait compris le 4 janvier, nous allions nous engager dans le sens d'un nationalisme vrai pour l'amour de la patrie. Naturellement, non seulement le nationalisme, le patriotisme, mais le sens de la liberté. Parce qu'aucun peuple ne peut se complaire dans la soumission, dans l'esclavagisme, dans la colonisation, dans la dépendance. Bref, tout peuple averti aspire à la liberté et à la liberté de toutes ses formes. Oui, nous avons perdu nos ancêtres parce qu'ils ne voulaient plus de la colonisation. Ils ont bravé les Belges. En fait, ils ont dit, nous allons nous défendre. On les a tués pour que nous devenions indépendants. Donc la liberté a un grand prix. La liberté, c'est la seconde valeur après la vie. Mais parce que nous parlons de ces héros, de ces martyrs de l'indépendance, je voulais d'abord restituer le contexte dans lequel ces événements ont eu lieu. Peu avant 1959, il faut noter que déjà la colonisation dont il est question, c'est la colonisation la plus abjecte. Une colonisation fondée sur l'exploitation, sur la tuerie, sur les primades. C'est une colonisation qui était très atroce. Et pour y parvenir, les colons, en arrivant ici, ils avaient comme devise pas d'élite, pas d'ennui. Donc il faut maintenir le plus longtemps possible les peuples congolais dans l'obscurantisme pour pouvoir les dominer. Parce que pour dominer un peuple, il faut les soumettre dans l'ignorance. Ça a été le cas. Voilà pourquoi il n'y a pas eu vraiment, véritablement des écoles. Il y a eu des écoles, mais pas d'université. Ce n'est que vers 1954 qu'on a eu la première université, l'université de Lovanium. Et tout ça parce qu'on ne voulait pas d'élite. Parce que l'élite va chercher à y réfléchir et à se poser des questions et à sensibiliser, à conscientiser les restes des populations pour qu'ils se prennent en charge et pour qu'ils comprennent que l'état dans lequel ils se trouvaient ne pouvait pas encore continuer. Voilà pourquoi, et c'est dans ce contexte-là qu'on commençait déjà à avoir quelques élites, mais voilà, conscient de la situation dans laquelle l'état précaire dans lequel se trouvaient les peuples congolais ou les colonisés, un professeur belge, Van Wilson, va mettre sur pied, va proposer un plan d'émancipation politique du peuple congolais parce qu'ils avaient même compris qu'ils n'avaient pas réussi à vraiment faire émanciper comme ils le prétendaient les peuples congolais. De 30, c'est-à-dire à 55. Oui, et à 55, c'est que pour ces professeurs belges, il fallait préparer les peuples congolais pour qu'en 1985, qu'ils aient son indépendance. Et juste après cette déclaration, cette proposition, il y avait quand même un brin d'élite. À l'époque, on avait ce qu'on appelait la revue Conscience africaine. Et voilà des jeunes intellectuels à l'époque, à l'époque, il était Abbé Maloula. C'était le qui avait étudié exactement. Et oui, Abbé avait déjà réagi par les manifestes de la conscience africaine à la suite de cette opération. Tout ça, ce sont des éléments qui ont préparé ça, l'éveil, mais aussi, il faut noter, pendant ce temps, il y avait déjà les brins de politiques qui s'organisaient, parmi lesquels il y en avait deux, Kasavubu et Lumumba. Kasavubu, il y avait une structure, une alliance de Congo, c'était d'abord une alliance, une association tribale, mais qui s'est muée en parti politique.
Lumumba aussi, avec ce mouvement national congolais qui était un parti à vocation nationale et qui avait l'envergure nationale et même le rayonnement sur l'international. Voilà, nous arrivons en 58, Lumumba, on convoque Ghana venait d'accéder à l'indépendance. Et Nkrumah, qui est un panafricaniste, a estimé réunir les siens à ce qu'on a appelé la conférence panafricaine d'Accra. Mais à l'époque, il faut noter, il faut restituer l'histoire, parmi les deux leaders, les colons redoutaient plus Kasavubu que Lumumba. Et voilà pourquoi Kasavubu n'a pas pu faire le déplacement. On a évoqué des prétextes comme il n'avait pas la carte de vaccination. Et Lumumba est parti. Lumumba, quand il a participé à cette conférence, il a trouvé d'autres panafricanistes, l'échange des idées et tout ça. Et ils ont compris. Il avait l'idée de l'indépendance, mais là, il a encore cristallisé son idée. Quand il revient, il fait la restitution. Il fait la restitution de ça et pour réclamer l'indépendance immédiate. Et toujours dans ce contexte, Kasavubu aussi, comme politique, lui aussi, à sa manière, voulait aussi réunir les siens pour organiser aussi une sorte de réarmement moral, de conscientisation et pour leur dire qu'il était temps que nous soyons émancipés, que nous soyons indépendants. Mais voilà, encore une fois, pendant que Kasavubu voulait venir maintenant pour communier avec son peuple, mais il y a une interdiction. Que non, vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas le droit de tenir ce meeting. Et lui, quand il arrive, les gens l'ovationnaient et après il dit non. On nous a interdit. On nous a interdit et on ne peut pas tenir le meeting. Et dans l'entretemps, il y avait un match qui s'est joué Raphaël, qui opposait Camido, une petite équipe belge et des Belges avec Vita de l'époque qui était la seule équipe, la grande équipe. Et voilà, à la suite de ces matchs, Vita a perdu le match. Maintenant, les peuples congolais, les fanatiques, les supporters décident de ce match, estimant l'arbitre n'a pas été juste, et trouver les décis de la Bako. Et voilà, c'est par là que ces mouvements, ces émeutes meurtrières, qu'on évaluerait à cinquantaine jusqu'à 300, il y a d'autres qui disent qu'il y a jusqu'à 300 morts. Voilà un peu le contexte que je voulais restituer, ce contexte avant vraiment de parler à fond par rapport du 4 janvier. Oui, mais ces martyrs-là, en fait, il fallait aussi que quelque part on les dénombre parce que ce sont les héros, parce que ce sont eux les tout premiers. On parle tous des martyrs de l'indépendance, vous dites entre 50 et 300, mais les vrais chiffres, plus de 60 ans après, le Congo doit commencer à restituer son histoire et à l'écrire correctement. À l'écrire correctement, c'est là où je donne raison à Lumumba, que l'histoire de ce pays doit être écrite par les Congolais. Ça ne peut pas s'écrire à Paris, à Bruxelles ou à Washington, ça doit être écrit ici. Mais ici, il faut restituer le contexte. On était dans un contexte de colonisation, donc l'autorité coloniale ne pouvait pas non plus donner des chiffres exacts au point d'énerver encore la conscience internationale. Voilà, peut-être il faut que des historiens fouillent l'histoire et pour réellement nous préciser, mais jusqu'ici, ce chiffre-là qui est avancé, c'est entre 50 à 300. Alors, on parle de 50 à 300 morts. Du côté congolais, mais il y a eu aussi des destructions des biens des Belges par des Congolais, les Portugais, et ce côté-là, il y avait aussi l'apparition de ce que nous appelons, ou ce qu'on appelle souvent Basoda Amikoussé. Souvent on ignore cet aspect politico-spirituel de cet événement. Oui, parce qu'il faut noter aussi dans ces meetings-là, vous savez, à l'époque, l'île était habitée essentiellement en grande partie par nos frères nés Congo. Et à cette réunion étaient conviés aussi ce qu'on peut appeler les Kimbanguis ou les Kintwadi à l'époque, parce que le Kimbanguisme c'est venu après. Et donc, il faut noter aussi que cette situation-là, ces émeutes
sanglante, meurtrière, mais avait aussi les soubassements spirituels, mais aussi une destruction méchante de tout ce qui symbolisait les colons. Parce que les colons étaient symbolisés par 3 C. C comme catholique, C comme commerçant, C comme colon, colonisateur. Donc, les émeutiers se sont attaqués au symbole qui représentait la colonisation dans notre pays. Donc, c'est ainsi que les factories, tout ce qui était commerce, tout ce qui était mission religieuse, tout ce qui appartenait finalement aux colons a été mis à sac parce qu'ils voulaient en finir définitivement avec les colons pour que réellement l'indépendance devienne. C'est pour dire que l'indépendance, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est une conquête permanente. Et même à ce jour, je crois que cette indépendance doit être encore davantage conquise parce que ce n'est pas un acquis. Donc ce n'est pas encore un acquis parce qu'on se démène, parce que cette indépendance, même si vous l'avez aujourd'hui, vous devez la maintenir pour que ça reste vraiment une indépendance qui vous permette d'aller toujours de l'avant. Parce que si vous considérez ça comme acquis, comme un fait gagné, c'est qu'on perd même la flamme de la liberté. Oui, on perd la flamme de la liberté, d'autant plus que la véritable indépendance, c'est l'indépendance économique. Oui. On peut avoir aujourd'hui, on peut dire que non, politiquement, ce sont les Congolais qui dirigent, mais le véritable pouvoir, c'est le pouvoir économique. Mais à ce jour, tous les pouvoirs économiques sont entre les mains encore des expatriés. Si hier c'était les Occidentaux, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Asiatiques et même les Africains. Regardez même les différentes banques que nous avons ici, les quelques 18 banques que nous avons, sont l'œuvre des Africains. Et donc, tant que la monnaie a toujours été considérée comme le sang, la monnaie à l'économie est comme le sang dans le corps humain. Dès lors que la monnaie et la puissance financière est entre les mains des étrangers, nous sommes encore sous la vassalité économique. Donc l'indépendance dont on parle est encore un leurre. L'indépendance sera réellement véritable que le jour où nous aurons l'indépendance économique, où tous les 4 secteurs de la vie économique seront tenus par des Congolais, ou la grande majorité de pouvoir économique soit à l'œuvre des Congolais. C'est à ce prix-là qu'on pourrait alors parler de l'indépendance, mais parler seulement de l'indépendance politique formelle que nous avons acquise le 30 juin. Donc, moi je pense qu'il faut encore se battre davantage pour que l'indépendance devienne réelle, et l'indépendance deviendra réelle le jour où nous aurons l'indépendance économique. Oui, mais parlant de cette indépendance politique, est-ce que vous avez la conscience que nous sommes politiquement indépendants? Est-ce que nous sommes libres de placer qui nous voulons? Même regarder les petits cycles électoraux, nous sommes incapables de rester cohérents et de laisser les urnes nous dicter leurs choix. Notre indépendance politique, en fait, c'est encore un fait de manipulation. Non, l'indépendance, avant qu'elle soit politique, elle doit être d'abord culturelle. Oui. Il y a une dimension culturelle et même anthropologique. Dès lors que nous sommes caractérisés par l'extraversion culturelle, dès lors que nous avons toujours les séquelles de colonisation, et c'est ainsi que les Congolais sont toujours complexés face à l'Occidental, croyant que les salis viendraient de l'Occident. Donc nous nous comportons comme encore des colonisés qui considèrent que tout ne peut se faire qu'avec l'appui et le concours des Occidentaux. Voilà pourquoi, comme vous le dites si bien, toutes les élections qui sont tous les 3 cycles ou 4 cycles qui ont eu n'ont pas reflété véritablement la volonté populaire, parce qu'il y avait toujours des mains obscures et l'influence des tiers, des Occidentaux, qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient manipuler les résultats et même la proclamation Donc nous ne sommes pas encore totalement indépendants, et il nous faut encore davantage. Et voilà pourquoi je mets un accent toujours particulier. Ma cible, c'est la jeunesse. Parce que quand vous regardez l'œuvre là, quand nous parlons de Lumumba et de Kasavubu, et même des martyrs de l'indépendance, ce sont des jeunes. Parce que ce sont des jeunes qui sont riscophiles. Les jeunes ont le goût du risque. Ce sont les jeunes qui sont des véritables verrous, qui sont les véritables acteurs de toute mutation sociétale dans un pays. Donc, nous mettrons, je consacre le gros de mon temps
pour formater cette jeunesse, politiquement, idéologiquement et intellectuellement surtout, de manière à comprendre les enjeux, parce que quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas comprendre les enjeux. Un droit ne peut être revendiqué quand il est connu. Quand on ignore son droit, on ne sait pas bien le revendiquer. Or, pour qu'ils sachent les droits, il faut un engagement citoyen, il faut une conscientisation nationale, il faut un travail pour bien muscler le cerveau des jeunes, pour idéologiquement et patriotiquement les former de manière à ce qu'ils considèrent que le véritable salut viendrait des Congolais eux-mêmes et que nous devons arrêter de river nos yeux vers l'étranger qui, s'il peut apporter, son apport ne sera que supplétif, mais le gros doit être de l'intérieur. Le gros doit être de l'intérieur. On va se rappeler toujours le 4 janvier. Les uns vont voir ça dans le sens d'un souvenir lointain, mais ça doit nous propulser à comprendre le sens de ces sacrifices qui étaient des jeunes gens, peut-être quelques vieux, mais les gens qui ont dit nous bravons la peur, nous nous engageons pour l'avenir de la République, pour que nos fils, nos arrière-petits-fils vivent libres dans ces Congos. Et nous qui sommes des bénéficiaires, des heureux bénéficiaires aux successeurs, nous semblons ne pas donner de l'importance à cette valeur qui consiste la liberté, les choix, et surtout la volonté de gérer le Congo par nous-mêmes et de l'intérieur. Parce que ces gens-là qui sont morts, que nous appelons le martyr de l'indépendance, ce sont des Congolais. Il n'y avait pas d'Angolais, il n'y avait pas de Tchadiens, c'était des Congolais qui ont dit non, et ils sont morts, on a tiré sur eux. Mais il faut que leur sang sème en nous aussi l'esprit, je ne veux pas dire de la révolte, mais l'esprit de responsabilité et ce sentiment de dire le Congo nous appartient, nous devons les gérer comme nous voulons. Vous avez totalement raison. Parce que quand nous regardons avec recul, ces jeunes gens-là n'ont pas les mêmes niveaux d'instruction que les jeunes actuels. Ils n'ont pas encore la compréhension des enjeux mondiaux, des enjeux politiques et économiques. Mais au moins, déjà, ils étaient d'un patriotisme sans pareil. Ils ont fait preuve d'héroïsme, de bravoure. Donc, je crois une raison de plus pour nous, pour les jeunes d'aujourd'hui, de comprendre qu'ils doivent être acteurs de l'histoire. Ils ne peuvent pas subir l'histoire, ils doivent être acteurs, ils ne doivent pas être à la marge de la réécriture de l'histoire du Congo, et ils doivent être des véritables acteurs. Et pour être les véritables acteurs, rien de précieux ne s'obtient dans l'inaction ou dans la passivité. Et il faut, Jésus-Christ lui-même nous a montré qu'il n'y a pas de gloire sans le port de la croix. Donc il faut avoir le sens des sacrifices, le sens d'abnégation. Il y a plus de plaisir à servir qu'à se servir. Il faut que les gens et que les jeunes gens deviennent véritablement des serviteurs de la République et qui comprennent qu'il n'y a pas de plus précieux que la République et la patrie, et ils doivent nous engager. Ils doivent s'engager pour vaillamment défendre la République, défendre les libertés, défendre tout ce qui est utile pour propulser le développement de ce pays et pour réimprimer afin que le sang de ces martyrs doit être pour nous un ferment qui nous pousse réellement à avoir le sursaut patriotique, qui nous pousse véritablement à défendre ce pays et faire mieux qu'eux, parce que nous avons l'avantage de connaître ce qu'ils ont, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui a été fait, comment ils se sont sacrifiés. Et nous aussi, nous devons aussi, quand nos fils, nos arrière-petits-fils viendront, ils doivent comprendre qu'au moins nous aussi, on a mené ce combat-là, on a pérennisé le combat qui a été mené par les martyrs de l'indépendance, et nous ne devons pas cracher sur la mémoire des martyrs si nous continuons toujours à patauger, à faire le surplace et même à banaliser la liberté, l'indépendance qui a été conquise au prix du sang. L'indépendance conquise au prix du sang, le mois de janvier, le mois des martyrs, en fait, il faut que cela nous marque, parce que c'est le premier mois de l'année. Il faut que chacun de nous sache que non, il y a des gens qui sont morts. Le 1er janvier, le 31 décembre, des messages de vœux, tout le monde veut que le pays, l'année qui commence en paix, que les perspectives soient heureuses. Et nous commençons par la mort, que nous appelons les martyrs de l'indépendance. Donc, on vient tuer les Congolais chez eux parce qu'ils veulent être libres. Et on va encore parler de Lumumba et de Laurent Désiré, toujours dans la même lutte. Alors, les dirigeants, en fait, ils doivent être conscients. Il ne faut pas qu'ils passent leur temps, je ne vais pas dire à se réjouir, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ont de la responsabilité, parce que nous commençons par les martyrs.
Naturellement, parce qu'aujourd'hui, si on est dirigeant, c'est parce que le pays est devenu réellement un État. Et il faut savoir d'où nous venons. L'histoire a toujours servi de leçon pour comprendre les enjeux actuels afin de projeter l'avenir. Donc, les dirigeants doivent être conscients que ce pays, à l'état où il est, c'est parce qu'il y a certains de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents qui ont accepté à leur époque de sacrifier leur vie pour que nous en soyons bénéficiaires. Et donc, nous ne devons pas nous être vraiment des jouisseurs, des bébés de la République. Nous devons nous dire que non, à 59 aujourd'hui, nous sommes suffisamment matures, nous devons l'être pour préserver les acquis de ce combat et pour faire mieux de manière à ce que les rêves, et ces gens-là, pourquoi ils sont-ils morts? Ils sont morts pour que nous en soyons bénéficiaires, mais nous ne devons pas cracher sur la mémoire de ces gens. Et là, voilà pourquoi nous devons, pour que nous ayons de bons dirigeants, il faut vraiment mettre un accent particulier sur les jeunes, surtout les jeunes, pour qui est, comme j'ai toujours dit, comme Pareto, qui est vraiment le renouvellement de la classe politique, pour qu'il y ait la circulation des élites, de manière à ce que des gens qui viendront soient véritablement des patriotes, consciencieux, et qui ne continuent pas à souffrir des complexes d'infériorité ou des complexes de croire que non, les salis viendraient toujours de l'extérieur. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête l'extraversion et qu'on imprime l'introversion, qu'on considère que les meilleurs est de l'intérieur et que l'œuvre des Congolais, c'est cette œuvre-là qui sera pérenne, qui sera durable, mais celles qui viennent des Occidentaux, qui s'appellent États-Unis, France, ne sera que provisoire. Ok, on va finir sur cet aspect du 4 janvier, mais c'est sang de martyrs. Tout le monde fait ça, on dit les Congolais sont morts. En fait, c'était aussi pour marquer l'unité nationale. Parce que tous ces Congolais, quand ils sont morts, aujourd'hui nous parlons du 4 janvier en termes de martyrs du Congo. Oui, parce que c'est cette sang-là qui vient vivifier, qui a encore vivifié l'unité nationale. Parce qu'ils ne sont pas morts seulement pour eux-mêmes. Ils sont morts pour l'indépendance du Congo. Ce n'était pas pour l'indépendance de Kinshasa ou de... Non, non, c'est pour l'ensemble. Donc, et au moins, ils se sentent élevés de l'unité nationale et qui nous ont légué que nous devons pérenniser pour éviter ce que nous déplorons aujourd'hui. Une bonne partie du territoire national est entre les mains des agresseurs. Alors que moi, je pense que ces gens-là sont morts pour préserver l'intégrité territoriale et puis l'unité nationale. Et donc, nous qui sommes là, qui en sommes bénéficiaires, nous devons tout faire pour que ce sang-là ne soit pas un sang vain, mais que ce soit un sang héroïque, un sang qui a du sens et de l'essence pour la RDC. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga, pour avoir parlé courageusement du 4 janvier, une date mémorable qui va toujours nous rappeler que le Congo doit rester uni parce que ce sang a été versé à Kinshasa. On peut dire que les Congolais de partout sont morts pour que le Congo devienne indépendant, uni, sans division. Aujourd'hui, tous ceux qui peuvent bouger ici et là, ils ne doivent pas oublier qu'il y a des Congolais qui sont morts pour leur Congo indépendant. Merci d'avoir donné votre temps pour réfléchir à haute voix sur le 4 janvier 1959. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie parce que, comme vous l'avez si bien dit, cette date est à la fois mémorable et tragique. Mémorable parce que ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui sont sacrifiés pour tous. Ils ont donné de leur vie pour que nous en soyons bénéficiaires. Tragique, c'est parce qu'il y a eu quand même certaines de nos confrères, compatriotes dont leur vie a été fauchée. Mais l'avantage est que la vie a été fauchée pour qu'un grand nombre en soit bénéficiaire et nous en sommes les héritiers ou les bénéficiaires de ce combat noble, de ces martyrs de l'indépendance. Et je tiens à m'incliner devant leur mémoire. Ils ne sont pas morts inutilement, ils sont morts pour une cause noble. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie.